En Mauritanie, on a eu des actions collectives, on a eu des actions individuelles. Effectivement, des camps de liberté ont été créés. Mais dans ces camps de liberté, il y avait des conditions très draconiennes pour qu'un esclave puisse y vivre en toute liberté. Parce qu'on a vu des esclaves qui ont fui jusqu'entrer dans ces camps de liberté qui ont été récupérés par leur maître. Ça s'est passé à Kéidi, ça s'est passé à Bogué. Beaucoup d'esclaves ont été récupérés par leur maître. Et ce qu'on a compris, c'est que la plupart des esclaves qui vivaient dans ces villages de liberté, c'est des esclaves qui venaient pour la plupart de très loin, du Soudan français ou d'ailleurs. Et peut-être que les maîtres n'avaient pas les moyens de venir les récupérer, alors on les acceptait. Ces villages de liberté, ils ont effectivement existé partout, mais ça n'a pas remis en cause la politique du colon qui, premièrement, pour asseoir son pouvoir, a décidé de collaborer avec des chefs féodaux. Les chefs féodaux à qui ils ont accordé pas mal de privilèges. Et il appartenait à ces chefs féodaux de définir qui était désigné comme esclave ou qui ne l'était pas. D'ailleurs, il y a eu des... Moi, je tiens à rendre hommage, même si ça peut prêter à la discussion, à El Hadj Mahmouba et El Hadj Gaïdé, qui ont eu à prendre des gens de chez nous et ils les ont formés dans les universités du Caire. Ces gens-là, quand ils sont revenus, ils ont commencé à parler d'émancipation, de liberté, d'éducation. Et les premières personnes qui avaient eu peur, c'était les grands marabouts traditionnels qui les ont dénoncés aux autorités. Ces gens ont eu de gros problèmes pour même intégrer l'administration. Et quand la Mauritanie a été créée, on a eu des fonctionnaires mauritaniens qui étaient au Sénégal, qu'on ne voulait pas faire rentrer en Mauritanie parce qu'on disait qu'ils avaient des idées révolutionnaires. Peut-être que parce qu'ils prévenaient de ce qu'on appelait à cette époque de petites familles, qu'on ne pouvait pas permettre de rentrer en Mauritanie, sinon ils allaient éveiller les consciences. Ça a entraîné tout ça. Mais la responsabilité du colon, elle est évidente. C'est surtout Pierre Messmer même l'a dit en 1954, quand il est venu, les premières personnes avec qui ils ont collaboré, c'était les maîtres esclavagistes. Si on voit l'Assemblée nationale en 1946, quand elle a été désignée en 1952, qui étaient les députés? Quelle a été l'origine de l'affrontement en 1958 au sein du parti de regroupement mauritanien? C'était les traditionalistes qui voulaient absolument que les chefs de tribus, les anciens chefs esclavagistes, intègrent l'Assemblée nationale, et les autres qui voulaient du modernisme dans l'Assemblée. Et qui a vaincu après? Et après, on a fait appel à ces chefs traditionnalistes, parce que dans les statuts du PRM, il était stipulé que ces anciens chefs traditionnalistes ne pouvaient pas intégrer l'Assemblée nationale. Mais on a vu ce qui s'est passé. On a vu Lemur Trazar devenir député en 1965 et pas mal d'autres chefs. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au sein du régime mauritanien? Ce sont les fils de ces anciens dirigeants qui aujourd'hui sont au sein du régime. Je citerai le cas de la famille Lardaf. Cheikh Naoud Mohamed Lardaf, Bahamou Marlak, qui ont eu le fils qui est ministre. Je citerai le cas de Bousseif, qui a ses enfants qui sont là-bas. Je citerai d'autres cas, Ahmed Mohamed Salah, Naha bin Trouknas, je citerai d'autres qui sont là-bas. Donc, l'esclavage perdure et on amène des gens comme ça qui nous sortent des lois qui vont dire qu'ils vont lutter contre l'esclavage. On parle aujourd'hui. Si on reprend la constitution mauritanienne, dans la constitution mauritanienne, il n'est nulle part dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Si on avait envie de le faire en préambule, après la déclaration des droits de l'homme, on dira que sont déclarés crimes contre l'humanité en Mauritanie l'esclavage, le tribalisme, le féodalisme et le clanisme, etc. On le met en préambule que crime contre l'humanité, là on l'aurait vu. Mais si on prend la constitution mauritanienne,
c'est l'article 13 qu'on reprend, qui dit que nul ne peut être asservi à l'esclavage. C'est quoi ça? Ça ne veut rien dire. Et qu'est-ce qu'on met? L'article 13, on parle de ça. L'article 14, on met le droit de grève. Comme si le droit de grève et l'esclavage peuvent être mis sur le même pied d'égalité. L'esclavage aujourd'hui, Biram le traite de crime social. Oh, ce n'est pas un crime social, c'est un crime national. C'est un crime national et il faut le traiter comme tel. Et ce crime doit être combattu par tout le monde. Parce que le fait qu'on... C'est vrai qu'il y a des divisions, on dit télé sonique, télé pulaar, télé tel, mais on est tous haratines quelque part. Le haratin, c'est quoi? Le haratin, c'est le futur métissage. C'est le futur métissage, c'est un mélange d'arabe et de noir. Ça, que ça plaise ou non. Donc, à partir du moment où on a une population pareille qui est en train de s'enfanter dans la douleur, si on veut abolir les privilèges, il faut avoir tous les moyens qui peuvent nous aider à le faire. Et aujourd'hui, c'est que tout le monde prenne conscience, que si on n'est pas tous dans le même bateau pour combattre ensemble tous les crimes, on ne va jamais s'en sortir. L'esclavage aujourd'hui, il faut le reconnaître. Moi, à un moment, je me suis opposé à lui, il est là, je le dis, hein, je ne le cache pas. Ils sont là, ils peuvent tous le reconnaître. Mais à un moment, il faut savoir prendre conscience de l'intérêt, de la primauté, de l'intérêt national sur les intérêts individuels. Et si on veut promouvoir l'intérêt national, c'est combattre contre tout ce qui est de tendance à pouvoir nous diviser, à pouvoir nous freiner. Et tous ceux qui sont là pour essayer de rapprocher les populations, il faut aller vers eux. On dit bienvenue. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup.